Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce programme qui vous est offert tous les mercredis sur nos antennes. Mercredi politique s'installe dès à présent chez vous. Après les rencontres entre le président Patrice Talon et les délégations de Kaourou et de Savet, il a été observé précisément le 22 juin dernier la levée des barrières policières devant le domicile de l'ancien président de la République Boni Yayi. L'ancien président qui a d'ailleurs quitté très tôt le Bénin. Un acte du président Patrice Talon salué par tous, mais il suscite par ailleurs des polémiques. Des personnalités se réclamant de l'opposition appellent à la reprise des élections législatives. Des appels à une intervention extérieure se font également entendre. Nous analyserons tout ceci avec nos invités sur ce plateau. Ils sont trois acteurs politiques. Je voudrais vous présenter le premier, Félicien Roukanri. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. Patrice Rounyeva, vous êtes acteur politique aussi. Très heureux de vous retrouver sur le plateau, votre plateau. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Eman Dimitri Adanko, acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble ce soir, chers amis téléspectateurs et chers invités, je voudrais vous convier à suivre cet élément illustratif du sujet que nous évoquons ce soir. Tôt ce matin à leur réveil, les populations de Kadiaon ont remarqué l'absence des policiers qui assuraient la faction au domicile de Boni Yayi. Le conteneur déposé pour servir d'abri aux policiers est enlevé, de même que les chicanes qui obstruaient l'entrée de l'avant. Les usagers vont et viennent et les activités économiques peuvent reprendre de plus belle. Et c'est du moins ce que souhaitent les quelques riverains qui ont bien voulu se prêter à nos questions. J'avais rendez-vous avec un client quand tout a commencé le 1er mai. Au Bénin, nous sommes tous des frères. Il ne peut donc y avoir de guerre. Il y a longtemps que je n'ai plus mangé ici, mais à présent c'est possible. Nous souhaitons qu'il y ait plus de calme. Notre souffrance est que les clients ne viennent plus à nous. C'est seulement ceux qui sont bons de cœur qui nous appellent et nous demandent de venir. Nous sommes contents. Œuvrons à ce que cela n'arrive plus, car c'est nous qui en faisons les frais. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Dans le processus de recherche de la paix et de la cohésion sociale, c'est l'acte qui vient d'être joint à la parole. Un reportage signé Isaac Aguirre. Retour sur ce plateau. Eman Dimitri Adanko, la première question, je vous la pose. Quelle appréciation faites-vous justement de cette levée de barrières policières devant le domicile de l'ancien président Boni Yayi? Je constate avec satisfaction que le pays suit son cours, que les choses se normalisent, que ce qui doit être fait est fait au moment où cela doit être fait. Donc je salue cette démarche, cette initiative, cette décision qui consiste à lever le blocus. Mais j'insiste pour dire que c'est une chose normale qui s'est produite au moment où cela doit se produire. Très bien. Voilà, vous avez la même appréhension, vous aussi, Patrice Rounyeva? Merci beaucoup, cher ami. Je pense que nous ne pouvons que regarder avec un œil de citoyen normal de ce pays la levée de ce dispositif sécuritaire qui a été mis aux alentours du domicile de l'ancien président. Vous savez, dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure du pays, il y a des cas de figure qui peuvent se présenter aux autorités. Et quand ces cas de figure nécessitent des mesures préventives, ces mesures sont prises. Mais également, quand la situation de trouble est là, il faut forcément également prendre des mesures pour y remédier. Nous avons assisté à des événements malheureux dans notre pays qui font suite aux dernières élections, ce qui, naturellement, dans le cadre
de la mission que nous-mêmes nous avons confiée à certaines autorités les ont conduits à prendre des mesures. Ces mesures qui sont des mesures prises dans le cadre de la sécurité n'étaient pas des mesures qui sont censées durer éternellement. C'est des mesures qui ont été prises pour régler un problème ponctuel. Lorsque la situation se normalise, il est normal également que ces mesures soient véritablement levées et que nous puissions rentrer encore dans le cours normal des choses. C'est donc tout à fait normal ce qui s'est passé, mais qui en vérité tient au sens d'écoute du président de la République et de toutes les autorités en charge de la sécurité dans notre pays. Félicien Roncari, on pourrait dire, je parlais de l'entame d'un certain nombre de polémiques, quand vous savez que dans la même journée où le président de la République devrait, en fin de journée, donc, devrait recevoir la délégation de Kaourou, il était en visite à Abuja. On a très tôt fait un lien entre sa visite au Nigeria et la délégation, puis la levée bien après. Est-ce une coïncidence ou est-ce une injonction extérieure? Merci beaucoup et je remercie le chef de l'État et toute la délégation de Tchaourou et de Saveh qui ont fait la démarche qu'il faut. Et nous pouvons être fiers de notre pays. Et depuis 2016, les choses se normalisent, les choses se mettent en place parce que le Bénin désormais n'est plus un pays, un petit pays dans la sous-région. Et si vous voyez bien dans nos familles traditionnelles, s'il y a une crise dans une famille, c'est le chef de famille qui siffle la fin de récréation. Mais avant que cette fin ne soit sifflée, il faut d'abord que chacun se regarde dans le miroir et situe les responsabilités. Et quand les responsabilités sont situées, malgré les appels de l'extérieur, le père de famille, tant que celui qui est en faute, celui qui a commis la forfaiture, ne reconnaît pas ses erreurs, malgré les médiations, malgré les injonctions ou malgré les appels de l'extérieur, le chef de famille ne démord pas parce qu'il veut éduquer. Il veut apprendre aux enfants, il veut apprendre aux membres de la famille comment se comporter dans la société. Et je crois que c'est dans cette logique que nous sommes. Et si vous voyez bien la chronologie des faits, vous verrez bien que c'est après avoir écouté la délégation de Tchaourou, après avoir écouté ceux de Saveh, que ensemble, les décisions de cette rencontre ont commencé par être mises en œuvre. Ce n'est pas après avoir quitté Nigeria ou ailleurs que ça a été levé. C'est des faits qu'il faut suivre dans la chronologie pour ne pas chercher le problème là où il n'y en a pas. Parce que nous avons en Afrique des pratiques. Nous écoutons beaucoup plus nos chefs traditionnels, nos têtes couronnées, parce que en temps, par le passé, ce sont eux qui s'érigeaient en président des villes et des villages. Donc aujourd'hui, le chef d'État nous renvoie encore dans ce passé où, quand ces gens se déplacent, vous imaginez, on dit le roi de Tchaourou s'est déplacé, le roi de Saveh s'est déplacé. C'est des actes forts et ils sont venus demander pardon au chef de l'État et ils sont venus reconnaître leur tort et ils ont demandé la clémence de l'autorité. Et je ne vois pas comment, en tant que bon père de famille, bon père de la nation, il ne peut que accéder à cette requête et c'est ce qui a été fait. Et donc c'est un problème béninois qui est réglé à l'interne? Exactement, c'est un problème béninois réglé par les Béninois. Mme Dimitri Adanko, vous avez tout de même entendu des appels qui se faisaient même pour une intervention extérieure véritablement. Aujourd'hui, on fait le lien. Est-ce pour vous, c'est une analyse biaisée de la situation? Mon premier point de vue est qu'il n'est pas une bonne chose que ça soit qu'une décision de cette envergure soit prise suite à une injonction de l'extérieur. Un pays indépendant, un pays démocratique, un pays debout, un pays normal ne peut pas se soumettre à une injonction extérieure. Et ceux qui disent, parce qu'il y a une coïncidence entre un rendez-vous du chef de l'État avec le président nigérian, un président de la sous-région, et la rencontre avec les autorités, les têtes couronnées, les notables
de Savè et de Tchaoro, les rois en l'occurrence, il est loisible à ceux qui entretiennent la polémique de choisir leur angle, leur ligne de défense. Il y a des gens qui sont heureux parce que il y a une situation qui permet de dire que c'est suite à une injonction. Mais ils ont oublié de nous rappeler que plusieurs semaines durant, ils ont dit que la CEDEAO va frapper tout à l'heure. Ils ont dit que l'OUA et l'ONU vont frapper tout à l'heure. Ils ont dit que tel chef d'État ou tel autre de l'Europe ou de l'Afrique, ancien ou nouveau, hommes d'affaires, vont frapper tout à l'heure. Ils auraient donné injonction, ils auraient donné des ordres au président de la République du Bénin pour lever le blocus. Il n'en avait rien été. Lorsque la solution interne a été trouvée, Dieu les a aidés à animer leur polémique, puisque le même jour, le chef de l'État a rencontré le président nigérian. Donc on laisse chacun jouer son rôle. Nous savons avec beaucoup de pertinence que le chef de l'État béninois a réglé un problème interne à l'interne. Mais on ne peut pas interdire à ceux qui veulent le prendre, le présenter comme un flemmard, de continuer à alimenter leur polémique. Patrice Mounyeva, aimons-nous la polémique ou du moins parce que quand on se réfère à certains propos aussi, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était justement au Niger hier seulement pour remercier le président parce qu'il aurait joué un rôle dans ce dénouement. Quelle lecture vous en faites? Oui, cher ami, je voudrais que nous ne nous transformons pas en arbitre ou en juge des commentaires. Vous savez, on a l'habitude de dire les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre. Hein. Et vous ne pouvez pas, dans un pays démocratique, et surtout lorsque le sujet en cause concerne des acteurs politiques, vous ne pouvez pas ne pas assister à des polémiques. Vous ne pouvez pas ne pas constater que sur chaque détail près, c'est scruté. Il y a des gens qui sont recrutés pour scruter justement les détails et les sous-détails. Cela va d'ailleurs dans le sens normal de la culture démocratique. Et donc le concours des rencontres, le concours du calendrier et diplomatique du chef de l'État avec le concours de son agenda, des rencontres qu'il a eues avec les différentes délégations des zones qui ont été concernées par les derniers incidents, est une situation qui est normale à interpréter. Mais écoutez, ce n'est pas l'interprétation, ce n'est pas les commentaires qui comptent. Aujourd'hui, pour un Béninois, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est que nous avons, dans une cohérence, vu le chef de l'État, resté dans le respect de ce que j'appelle la séparation des libertés individuelles et des libertés collectives. Au même moment, il faille faire respecter des libertés individuelles, mais au même moment, il ne faut pas que dans la recherche du respect d'une liberté individuelle, on touche également à des libertés collectives. Nous avons vu un chef de l'État qui, pendant des semaines durant, mon collègue, mon ami vient de le dire tout à l'heure, on ne peut pas parler d'injonction lorsqu'on est dans une gouvernance par rapport à un pays démocratique comme le nôtre. Aucun chef d'État ne peut faire injonction à un autre chef d'État d'avoir à régler une situation qui, du moins, n'en est pas une, puisque c'est le cours normal d'un certain nombre de processus qui a conduit à des mécontentements. Mais il est prévu des mécanismes au plan interne lorsqu'il y a des mécontentements, lorsqu'il y a des situations de cette nature. Il est prévu des mécanismes au plan interne pour les régler. Et donc dire que c'est une injonction d'un chef d'État et de l'extérieur qui aurait permis de dénouer la crise, je pense que ce serait montrer une certaine insuffisance de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Mais il faut reconnaître que le Bénin fait partie d'une communauté. Le Bénin est l'un des pays de la CEDEAO. Et que, vu dans ce sens-là, ce qui se passe au Bénin
ne laisse pas indifférents les autres pays frères et amis du Bénin. Ça, on ne peut pas le nier. Mais de là à dire que parce que ça ne laisse pas indifférents les autres ont les moyens de faire injonction au chef de l'État, frère, d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça, je pense que c'est là qu'il faut aller voir les polémiques qui sont nourries et à dessein. Il faut comprendre que dans une situation de cette nature, il y en a qui ont intérêt à nourrir les polémiques parce que justement, c'est dans cette façon de nourrir des polémiques qu'ils vont passer les messages qu'ils veulent passer. Parce que il ne faut pas perdre de vue également ce qui a amené le soi-disant problème que nous disons. C'est à la suite d'une élection législative, c'est à la suite des manifestations post-électorales où une frange de la population estime qu'il faut véritablement accéder à telle ou telle chose, mais en contournant un peu la légalité. Quand vous avez des citoyens de votre pays, en tant que chef de l'État, qui, dans le cadre des revendications, ne prennent pas les voies légales, contournent un tant soit peu les voies légales et que cela cause des incidents, vous ne pouvez utiliser que les voies et moyens internes prévus également par les tests pour les régler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a eu c'est tout un process. Un chef de l'État, face à une situation, ne saute pas sur la première solution qui s'offre. En même temps que la situation doit être réglée, il ne faut pas régler un problème en créant d'autres. Le chef de l'État doit, dans le respect de la séparation des institutions, dans son rôle de garant des libertés individuelles et collectives, et en même temps dans son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays, doit chercher le juste milieu. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à ces rencontres-là qui lui ont permis d'ouvrir son cœur. Parce qu'après tout, les populations de Tchaourou et de Savé, qui, dans leur élan de mécontentement, se retrouvent à affronter les forces de défense et les forces de sécurité intérieure, sont également des Béninois, sont également des citoyens. Et donc, il ne faut pas banaliser cette situation. Donc, à un moment donné, au même moment que le chef de l'État, dans sa posture de premier magistrat, du premier responsable qui doit garantir la sécurité. Et donc, en un mot, c'est une situation politique qui a été réglée à l'interne. Mais vous parliez de commentaires, ce n'est pas que des commentaires. Il y a des déclarations, par exemple, quand vous lisez un peu le communiqué des Foscori pour un Bénin émergent, même quand vous suivez aujourd'hui, il y a quelques heures seulement, le communiqué ou la déclaration du Comité national de la résistance, tout de même, on parle, par exemple, d'un objectif qui est là, l'organisation, ou du moins, la reprise des élections législatives. Félicien Roncanry. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en démocratie, et la démocratie, c'est la loi de la majorité, comme on le dit souvent. Et vous savez, tous les présidents en exercice comprennent ce qui se passe au Bénin. Parce qu'il faut être chef d'État pour comprendre ce que nous vivons au Bénin et ce que l'opposition ou ceux d'en face demandent aux chefs d'État en exercice, ils n'auront pas. Pourquoi? Quand vous parlez d'injonction que nous avons informé tous les chefs d'État africains et tout ça, quel chef d'État en exercice en Afrique va accepter qu'on l'empêche de travailler, qu'on l'empêche de conduire ses réformes, qu'on l'empêche d'appliquer les lois que le Parlement s'est voté, s'est donné et de ne pas bouger les lignes. Quel chef d'État peut accepter ça? Donc, ce que nous demandons à ceux d'en face, c'est de ne pas demander l'impossible. Parce que les élections législatives d'avril 2019 ont été organisées dans la légalité. C'est le résultat des réformes politiques pour les lois en termes de charte de parti politique, en termes de code électoral, voté par la quasi-totalité des députés. Et tout cela a été fait dans les règles de l'art, en application scrupuleuse de toutes les dispositions contenues dans ces deux lois. Et je ne vois pas comment on va dire de reprendre ces élections, sur quelle base, quelle loi autorise la reprise des élections. Nous avons en face de nous des gens qui doivent comprendre que désormais, nous devons nous soumettre aux lois que nous nous sommes votés librement. Il n'est pas question que c'est quand ça nous avantage que nous nous soumettons. Tant que nous n'allons pas prendre nos responsabilités dans les faits, nous serons toujours
nous ferons toujours partie de ceux qui crient et de ceux qui raisonnent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, avec cette déclaration et ces exigences dont on parle, le comité de résistance dont vous parlez, c'est des choses qu'eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas l'obtenir. Donc, c'est impossible, comme vous l'avez dit, mais ces personnes ignorent-ils l'impossibilité ou si ce n'était pas possible, est-ce qu'ils ne l'auront pas dit? Eman Dimitri Adanko, puisqu'il parle, est-ce que notre législation, voilà la question, est-ce que notre législation est favorable à une reprise, par exemple, de telles élections? J'attends de voir jusqu'où peuvent aller ceux qui revendiquent cela. J'attends de voir jusqu'à quel moment ils continueront à rester dans l'illusion et à confondre la levée de blocus par rapport à celui dont nous avons parlé avec la reprise des élections. Je ne sais pas quel lien ils en font, mais je dois dire aussi que c'est de leur rôle, puisqu'ils sont de l'opposition, et que leur objectif premier est la reprise des élections législatives. Leur objectif premier n'est pas l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est pas que le Bénin change désormais. Ce n'est pas que l'on tourne une nouvelle page et que l'on assume les réformes entamées depuis 2016. C'est de faire en sorte que des privilégiés retrouvent leurs privilèges. C'est ce combat qu'ils mènent avec force, fermeté, ce combat qui leur permet de voyager de pays voisins en pays voisins, d'aller rendre visite aux anciens et nouveaux chefs d'État pour les accompagner dans leur combat. Eux, ils ont trouvé qu'il y a des problèmes à l'intérieur du pays qu'ils ne peuvent pas régler. Et ils veulent accéder au pouvoir d'État. Et nous promettent une alternative en 2021. Et ils ne sont pas dans la capacité de régler les problèmes internes à l'interne. Ils ont trouvé et ils attendent même samedi. Tous les regards sont fixés sur le Nigeria pour dire que c'est de là-bas que les pays qui nous avoisinent, les pays voisins, les chefs d'État frères, vont décider à la place de la République du Bénin du sort des élections qui sont déjà passées. Nous avons été aux élections sur la base des lois. Les lois qu'ils ont jugées lois exclusives, élections exclusives. Et leur problème aujourd'hui est que l'on reprenne pour que l'on dise inclusive. C'est-à-dire lorsque ceux qui sont là depuis 1960 ou à partir de 1990 jusqu'à aujourd'hui reviennent à l'Assemblée en 2019, il n'y a pas exclusion. Si on reprend les élections et les anciens des anciens reviennent s'asseoir à nouveau à l'Assemblée nationale et moi et le CA sont écartés, il n'y a pas exclusion. La routine, la stabilité, la stagnation dans la politique, le fait de rester comme on était éternellement, et que ce soit eux, leurs familles, leurs enfants, qui continuent à diriger la politique du Bénin, ce n'est pas l'exclusion ça là. La CEDEAO et les anciens chefs d'État doivent les aider à obtenir ça de nouveau. Pour que nous on croise les bras pour dire maintenant il y a inclusion. Est-ce que la législation du Bénin pourrait nous amener là? J'ai envie de leur rejeter la question. Ceux qui disent que l'on doit reprendre les élections du 28 avril, je crois qu'on doit pouvoir les voir, les regarder en face et leur poser la question de savoir est-ce que la législation du Bénin permet que l'on reprenne les élections du 28 avril prochain. Je crois qu'il va répondre. C'est impossible. Il n'est pas question de reprendre quoi que ce soit. Il ne sera pas question de reprendre quoi que ce soit. Mais je suis dans la dynamique qu'il faut continuer à apaiser, qu'il faut continuer à dialoguer, qu'il faut continuer à obtenir constamment la stabilité sociale, la paix sociale. Mais elle n'est pas liée
aux intérêts de quelques privilégiés. Très bien. Quand on parle de la législation du Bénin, quand on parle de la CEDEAO, vous avez dit que justement le Bénin fait partie tout de même de cet espace-là. Est-ce que la CEDEAO pourrait tout de même demander, pour la préservation de certain nombre de choses, demander au Bénin de pouvoir organiser à nouveau, puisque ce sont ces appels qui sont faits aussi? Oui, et mon cher ami, vous savez, comme on le dit, nous perdons du temps là où il n'en faut pas. Vous ne voyez pas dans la cohérence des choses qu'à chaque fois, nous créons une situation qui nous fait perdre du temps, alors même que, de l'autre côté, on nous propose des situations pour avancer. Le chef de l'État, dans son message à la nation du 20 mai, a rappelé le contexte dans lequel les élections législatives ont eu lieu dans notre pays, a rappelé les difficultés que ce processus a connues, mais nous a rappelé à tous le caractère légal et régulier de tout le processus, malgré les difficultés qu'on peut toucher du doigt. Et in fine, a lancé un appel à l'ensemble de la classe politique pour un dialogue. À cet appel, vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a des préalables pour eux. Mais vous avez vu ce qui s'est passé face à cet appel? Mais tout de suite derrière, on a commencé à dire l'appel, il n'est pas sérieux. L'appel, il est de dupe. Écoutez, dans notre tradition béninoise, excusez-moi, et donc, il y a des gens et non be yiro teme we no yibo ni nwe jan do don ma jejinu ya arando nyewe jejinu ya. Vous allez surtout traduire ça pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas. Je le fais parce que nous sommes au Bénin et chacun de nous a la chance de grandir aux côtés de nos aînés, des parents. On ne refuse pas l'appel, mais on peut s'opposer au contenu de l'appel. Et surtout, quand cet appel provient du chef de l'État, de la première personnalité, de la personne à qui l'ensemble du peuple a confié l'orientation générale et la vision du pays. Quand l'appel vient de cette personnalité, raison de plus pour ne pas refuser cet appel, d'aller à la table, d'écouter le contenu du message et après faire des observations ou refuser ce contenu. Peut-être qu'ils veulent des garanties. Écoutez, quelle garantie vous voulez qu'un chef d'État, de façon solennelle, vous voulez qu'il vous donne quelle autre garantie quand dans un discours formel et solennel, il dit clairement que pour permettre à notre pays de continuer à avancer, pour permettre à notre pays de garder la sérénité de tous les temps, il appelle l'ensemble de la classe politique à un dialogue. Vous voulez quelle autre garantie? Vous voulez qu'il vienne vous dire, je veux vous dire publiquement que les élections qui ont été organisées sur la base des tests, votées régulièrement, promulguées régulièrement, que ces élections ne tiennent plus? C'est ça la garantie que vous vouliez que le chef de l'État donne aux gens avant qu'ils ne viennent au dialogue, qu'ils disent déjà avant le dialogue que le premier point c'est que les élections sont annulées. Ce serait de la parjure de la part du chef de l'État si une élection organisée suivant les lois de la République, votée régulièrement et promulguée régulièrement, contrôlée par la Cour constitutionnelle, si on déclarait une élection comme ça, contraire, et donc qu'on annulait, celui qui aurait pris cette responsabilité-là aurait pris une autre responsabilité vis-à-vis du peuple béninois et de la nation. Et je voudrais profiter de là pour vous dire, pour répondre à votre question, mais la communauté internationale, nous avons vu le contexte dans lequel la communauté internationale évolue.
La communauté internationale n'apprécie pas un pays par rapport aux contestations qui se soulèvent tout court. Mais il y a un dispositif législatif qui gouverne cette communauté-là et qui gouverne également chaque pays membre de cette communauté. Les pays de la CEDEAO ne peuvent pas se lever sur la base du néant et dire parce que les opposants crient qu'ils ne sont pas assis à l'Assemblée, il faut annuler les élections. L'appréciation de la communauté internationale est d'abord et avant tout basée sur le respect des normes intérieures. Leur première question est pourquoi d'ailleurs ils envoient des missions pour aller scruter le déroulé des opérations, pour aller scruter le déroulé du process. Mais j'attendais, chaque fois que nos concitoyens ou nos compatriotes qui réclament la reprise des élections disent que la communauté internationale va annuler. Mais j'ai entendu dire que plusieurs missions sont venues au Bénin. Mais à aucun moment, je n'ai vu une mission prendre la parole pour dire annuler les élections. Aucune mission. Il faut apprécier la situation par rapport à la norme qui a permis d'organiser la situation. On appréciera d'ici 20 ans. On peut crier 8 millions de fois. D'ici 20 ans, les élections législatives du 28 avril dernier ne seront jamais appréciées par rapport à un autre dispositif légal que celui que nous nous sommes donnés au Bénin et qui a permis d'organiser ces élections-là. Autrement, toute communauté, qu'il soit nationale ou internationale, qui se serait mis à interpréter d'irrégulier ces élections-là, ou qui se serait choisi le luxe ou le bien de, comme il a dit, de quelques individus qui ne se retrouvent pas à l'Assemblée ou de quelques personnalités qui ne se retrouveraient pas à l'Assemblée, dire que ces élections doivent être annulées. J'ai dit ici sur ce plateau, si vous vous rappelez bien, un jour, qu'il ne faut jamais chercher à régler un problème pour en créer un d'autre. Les 83 députés qui sont élus là, ils ne sont pas des Béninois. Non, non. Nos 83 députés là, ne sont-ils pas des Béninois? Mais comment voulez-vous que nos autres frères béninois, qui ont été élus régulièrement sur la base des textes que nous avons votés et qui ont suivi tout le circuit législatif, vous voulez qu'on leur dise, prenez vos bagages, quittez là, parce qu'on veut faire en sorte que d'autres de vos frères vont venir s'asseoir. De toute façon, nous avons, puisque nous parlons de la communauté, de la communauté Eman Dimitri Adanko, Félicien Roukari, puisque nous parlons, nous avons tout de même une position aujourd'hui de la, on pourrait dire de la France, parce que il y a quelques heures, quand vous suivez un peu les déclarations, la France n'est ni pour l'ingérence, ni pour l'indifférence, mais la France compte surtout sur la carte d'apaisement et de dialogue surtout. Et quand l'opposition demande par exemple des préalables pour un dialogue, est-ce qu'ils ne veulent pas s'assurer, ou du moins les membres de cette opposition ne veulent pas, on ne pourrait pas leur donner, je pose la question encore, malgré ce qu'a dit Patrice Mouilleva, une certaine assurance. Merci beaucoup. C'est heureux que ceux qui se réclament de l'opposition d'aujourd'hui ont tous géré les affaires dans ce pays. Et ils savent que ce qu'ils sont en train de demander n'est pas fondé. Ils sont juste en train de distraire le peuple. Ils sont dans la distraction pure et dans l'imaginaire pur. Vous savez, rien n'a été fait au hasard. Aucun décret n'a été pris pour nommer 83 députés. Nous avons fait les élections, nous avons fait les campagnes. Moi, j'ai été candidat, j'ai battu campagne sur des thèses, sur des lois, et j'ai été élu. Le résultat a été proclamé. Donc, on ne peut pas dire qu'en tant qu'opposant, parce qu'on ne s'est pas retrouvé à l'Assemblée nationale, parce qu'on a été recalé, parce qu'on a eu des dossiers qui ne sont pas aux normes, parce qu'on a voté des tests qui sont très clairs dessus, qu'il faut annuler les élections et c'est un préalable. Et ceux qui se disent que ça fait partie de leur préalable pour s'asseoir sur la même table que le chef de l'État pour le dialogue annoncé le 20 mai, ils se trompent.
Parce que j'ai suivi beaucoup sur les forats, ils ont même annoncé, et quand le chef d'État voulait faire son discours le 20 mai, de ne pas le suivre. Mais aussitôt le discours fini, aussitôt ils ont commencé par scruter le discours. J'ai dit, mais si vous n'avez pas suivi le discours là, comment vous pouvez commencer par faire des commentaires? Et c'est vous qui avez appelé quelques heures plus tôt le peuple béninois à ne pas suivre le discours. Ça veut dire que c'est des gens qui nous demandent ce qu'eux aussi ne font pas. Et si demain, il y aura la cérémonie d'investiture du président Louis Vlavonou, venez demain à Porto-Novo pour voir si ces élections seront reprises. Combien seront invités et quelles sont les missions étrangères qui viendront? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, aucune mission, aucune délégation étrangère n'a trouvé d'erreur dans nos élections, dans le processus, et aucun rapport ne rend invalide ces élections. C'est juste une déclaration de l'opposition, et cette opposition que nous connaissons très bien, que nous avons vue à l'œuvre, que nous avons vue dans le passé, que nous avons vue tout le temps au Bénin depuis 90 ou depuis 60, nous les connaissons. Et aujourd'hui, ils se sont vus dans un Bénin où rien n'est plus fatal, où tout est fait dans les règles de l'art. Quand vous êtes adversaire politique, oui, est-ce que ce n'est pas facile de dire que les autres, voilà, ils ne sont pas sur la droite ligne? Vous savez, ceux qui réclament ces préalables-là, ils ont voté les deux tests là. Les deux lois-là, ils ont voté. Et ils savent que dans tel article, dans tel passage, il y a telle exigence de la loi. Ils ont été incapables de se soumettre aux tests qu'ils ont votés eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont que eux-mêmes comme responsables. Donc, si nous avons un chef d'État, ou nous avons un Bénin aujourd'hui, où ce que nous avons dit ensemble, nous devons le respecter, ce n'est pas aux autres qui respectent qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à soi-même. Il faut se dire, nous sommes dans une autre génération. Nous ne sommes pas encore dans le Bénin d'aujourd'hui. Il faut qu'on se rattrape pour être dans le Bénin d'aujourd'hui, sans quoi nous allons toujours critiquer et nous n'allons jamais obtenir gain de cause parce que nous ne sommes pas dans le temps qu'il faut. Nous sommes hors du temps. Et c'est ce qui se passe avec eux. S'ils ne reviennent pas dans le Bénin d'aujourd'hui avec les exigences dans la gestion de la chose publique, dans la rigueur, dans la gestion de la chose publique, et ils sont toujours dans la fatalité et dans le clientélisme dans lequel ils ont fait engloutir le Bénin jusqu'à présent, vous verrez qu'ils seront en train de crier jusqu'à cette 8e législature va finir son mandat. On va encore organiser pour la 9e législature et le Bénin va toujours continuer. Ce que nous demandons, c'est d'ouvrir leur cœur et d'attendre paisiblement l'appel du chef de l'État. Il y a tout de même, parce que quand on se réfère quand même à un certain nombre de déclarations, ouvrir son cœur, ce n'est pas pour maintenant. Et même Dimitri Adanko, quand vous entendez aujourd'hui par exemple Eric Ondete, ce sont quand même des personnes qui ont occupé de l'autre responsabilité dans ce pays, des anciens présidents, des anciens députés, véritablement. Et aujourd'hui, sont-ils ignorants de ce que la législation ne favorise pas la reprise des élections ou l'annulation des élections du 28 avril? Ce sont des personnalités que je respecte beaucoup. Ce sont des personnalités qui ont leur tête sur leurs épaules, que nous connaissons depuis longtemps. Mais ce sont des personnalités qui surfent sur l'actualité, sur les problèmes actuels, pour demander plus que ce qu'il n'en faut. Depuis la première législature, depuis 1991, jusqu'en 2019, il y a eu un dispositif légal, un certain nombre de lois qui permettent à ceux dont vous citez les noms d'être députés, ministres, maires, CA et adjoints au maire, redevenir député, tourner en rond depuis 1991 jusqu'à ce jour. C'est la loi qui leur permet d'être toujours là, les lois qu'ils se sont prescrites. Cette loi, ce dispositif légal, a consisté
à écarter une partie du pays. Qui est nous là? Nous qui sommes là. Par exemple, aujourd'hui, les mêmes lois qui n'ont plus le même visage font en sorte que eux, ils sont incapables de revenir. C'est la loi de la démocratie. Ils se plient. Ils rentrent dans les rangs, font les nouveaux combats. S'ils veulent continuer à être députés, maires et consorts, ils rentrent dans les rangs et ça leur marche. Il ne consiste pas, il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que parce que le nouveau dispositif, que curieusement eux-mêmes se sont octroyés à l'Assemblée nationale, les surprennent et qu'ils disent que c'est de l'exclusion. Il y a une chose que j'attends. J'attends que samedi, la CEDEAO et tout ce dont ils parlent décident qu'on reprenne les élections. Hunkan et moi, lui, aussi, nous allons nous mettre dans la rue. Nous allons faire des déclarations. Pas pour. Nous, on ne casse pas. Nous, on est dans la rue depuis 20 ans. Je viens laisser-moi aller au bout de mes idées. Nous, on ne va pas dans la rue pour brûler. Nous, on a été dans la rue tout le temps. On ne brûle pas, on ne casse pas. On ne s'associe pas aux chasseurs. Ça, là, c'est passé. Je dis, nous allons revendiquer aussi. Je crois que le samedi prochain, la CEDEAO va se réunir encore pour dire qu'il y a exclusion et dire de reprendre encore pour nous autres aussi. Puisque vous avez déjà dit sur ce plateau que il y a pas, cela ne relève pas des prérogatives de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne tout de même, il y a quand même un certain nombre, parce que rappelons que ceux qui parlent aujourd'hui, c'est des personnes qui ont occupé des responsabilités dans notre pays et qui connaissent véritablement l'univers politique du Bénin. Donc, ils savent la possibilité, les différentes issues que nous pouvons emprunter. Mais il y a de ces exigences tout de même. Oui, monsieur le journaliste, je voudrais que ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau est très sérieux. Et j'ai l'impression qu'on a continué de penser que la majorité des Béninois est toujours manipulable. Je vous dis. C'est l'impression que vous avez? Mais sinon, on ne peut pas passer tout son temps à redire la même chose, donnant l'impression qu'en le redisant plusieurs fois, ça va redevenir une réalité. Non. Croyez-moi, j'ai dit tout à l'heure, le seul souci d'une communauté d'État à laquelle vous appartenez, c'est que votre sécurité intérieure soit garantie, pour que les questions de réciprocité, pour que les questions d'agrégat économique, pour que les questions de liberté d'aller et de venir puissent permettre à la communauté d'être solide. Vous ne verrez aucune communauté internationale intervenir dans les affaires intérieures que lorsque la sécurité à l'intérieur de ce pays commence à créer des problèmes qui pourraient toucher à l'ensemble de la communauté. Mais une communauté ne se met pas à venir remplacer la souveraineté d'un État parti qui a son autonomie et qui a son propre dispositif de gouvernance avec des lois qui sont internes et avec des engagements pris avec cette communauté-là à travers les accords que cet État-là a ratifiés. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande là, je vous dis, et il a bien dit, ceux qui attendent samedi, je leur demande d'acheter... Est-ce que la communauté pourrait nous venir en aide? Exactement. Mais ce que les gens ne savent pas, aucune communauté internationale n'a intérêt à ce que la solution qu'elle propose pour un pays membre soit une solution qui enfonce davantage le pays. Proposer aujourd'hui au Bénin de reprendre une élection régulièrement organisée, une assemblée régulièrement organisée, installée,
lui proposer d'y mettre fin, c'est dire à cette communauté de prendre la responsabilité de déclarer que ce pays est un pays en état de guerre. Notre pays est en état de guerre. Le Bénin fonctionne normalement. Et lorsqu'il y a, je vous dis, dans un pays démocratique qui fonctionne normalement, avec ses institutions qui sont renouvelées à bonne date et dont les membres sont désignés conformément aux tests en vigueur, il peut y avoir des situations de troubles à l'ordre public. Et en matière de sécurité, les tests qui organisent la sécurité dans notre pays disent que si on sent des menaces à la sécurité, on prend des mesures pour y prévenir. Mais si au-delà de ces menaces-là, un trouble à l'ordre public survient, on prend les dispositions pour rétablir l'ordre. C'est ce qui s'est passé. Les semaines passées nous ont montré que, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire quelque part, que dans tout pays démocratique, on ne peut pas aller dormir en disant on est pays de paix, on est un pays de paix. Nous sommes quotidiennement susceptibles de rencontrer des situations de mécontentement. C'est la capacité de ce pays à faire face au mécontentement embryonnaire de certains de ses citoyens qui est le plus important. Et vous avez vu avec quelle méthode, quelle cohérence, quelle dextérité le chef de l'État n'a pas cédé à la violence. Si on avait opposé la violence à la violence, on aurait assisté à des situations où le chasseur sera chassé. Et lorsque le chasseur est chassé, ça fait 2 fois chasse et ça fait 2 dégâts. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où le chasseur n'a pas été chassé. Le chasseur a été raisonné. Le chasseur est venu dire « je me suis trompé ». Et les deux se sont serrés la main pour dire « si j'ai été chassé et que celui qui m'a chassé dit que je me suis trompé, je regarde le peuple, je regarde mes fonctions et je dis je préfère la paix, je pardonne ». Dans son dernier message, vous avez entendu, lors de ces rencontres-là, le chef de l'État a dit « ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Demandons tous pardon à ce peuple dont vos revendications parcellaires ont ébranlé. Que les revendications d'une partie du peuple ne viennent pas ébranler l'ensemble du peuple. Il faut rétablir ça et c'est ce qui a été fait avec de la méthode et avec le respect des institutions dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que notre pays a des gouvernants qui savent faire la part des choses et qui savent prendre des décisions, non pas pour faire plaisir à A ou à B, mais qui prennent des décisions qui vont dans le sens non seulement de la garantie des libertés individuelles, mais aussi et surtout la garantie des libertés collectives. Très bien, merci beaucoup, chers invités. Mais je voudrais vous faire cette question avant de vous laisser partir. Félicien Onkari, oui, vous êtes acteur politique, mais que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste, on ne voit pas, on ne vous voit pas dans l'animation politique de la vie publique. Véritablement, il y a peut-être que quel type d'animation vous faites concrètement, parce que nous entendons quand même les autres. Merci beaucoup. Et nous animons la vie politique, la raison, nous sommes là. Je ne sais pas quelle animation vous voulez, si nous allons nous joindre à ceux qui sont dans l'imaginaire pour bavarder dans le pays. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, mais si vous parlez des dossiers de l'État, les dossiers qui avancent le pays, vous voyez au Parlement, il y a les ratifications, il y a des lois qui se prennent, il y a des décisions qui favorisent... Dans la situation sociopolitique qu'on traverse, oui... nous sommes dans... On vous entend. Nous jouons la carte de l'apaisement. Et la situation qui s'est prévalue à Tchaourou et à Savé, les deux parties ont fait des communiqués pour dénoncer la situation. Le chef de l'État a pris la décision et tout est revenu dans le calme et dans la normale. Et nous suivons tout avec dextérité, avec vigilance. Et je crois que ce message que la jeunesse béninoise a donné aux acteurs de la classe politique qui pensent qu'on peut manipuler les jeunes comme il le veut est fort. Et c'est un message que je profite de votre antenne pour remercier les jeunes qui ne se sont pas mêlés
comme les gens pensaient, embrouiller toute la jeunesse. De toute façon, vous êtes dans l'univers politique, c'est bien ce que vous... Aimant Dimitri Adanko, oui, je vous fais la même question. Soyez heureux que nous n'animions pas la vie politique nationale depuis quelques semaines, comme le font les gens d'en face. Si on devait faire comme eux, ça fait longtemps qu'ils auraient cessé de dire c'est DAO, ancien chef d'État, ceci, cela. Si on devait faire exactement comme eux, si nous n'avons pas privilégié le calme, la patience et l'intérêt supérieur de la nation, si on devait faire ce que je vois en face là, vous ne serez pas en train de poser la question ce soir. Soyez heureux, félicitez-nous de n'avoir pas animé la vie politique nationale comme eux ils le font là. Il ne faut pas s'associer aux chasseurs pour régler les problèmes internes. Pas animé comme ils le font, tout de même animé quand même. C'est ce que nous avons commencé progressivement là. Très calmement, bien. sereinement. Très bien, pour finir, Patrice Ngouyeva. Vous savez, je suis surpris de vous entendre dire que le Bloc républicain et l'Union progressiste n'animent pas la vie politique, mon cher ami. En tout cas, pour ce qui concerne l'Union progressiste, parti auquel j'appartiens, tous les jours que Dieu fait, nous travaillons. Pendant que les autres perdent leur temps, nous travaillons sur le terrain. Mon frère, je suis venu ici ce soir, je suis en pleine session de conseil communal, en ce moment, où j'interviens sur des dossiers qui concernent l'épanouissement, le développement de ma commune. Je donne mes points de vue. Je fais en sorte que les préoccupations de la population de Révier soient entendues. Parce que ces populations n'ont peut-être pas l'occasion de parler directement au chef de l'État. Mais ils ont l'occasion à travers moi de parler, de dire leur appréciation sur tel ou tel sujet qui intéresse la nation et qui les impacte directement. Donc nous travaillons. Et vous avez vu dernièrement, pendant que d'autres s'occupent de l'annulation d'une élection qui n'existe pas, d'autres s'occupent de la mise en conformité par rapport aux lois, la déclaration des biens par rapport aux députés qui ont été élus. Vous avez vu, dans un élan collectif, la dernière fois, l'Union progressiste et ses députés, ils sont allés pour faire la déclaration des biens, pour se conformer aux textes de la République. Aujourd'hui, ce qui compte, mon cher ami, nous voulons dire simplement, avant tout, il faut rendre hommage et s'incliner face à nos frères, à nos concitoyens qui ont perdu peut-être la vie dans cette histoire. Parce que c'est triste en vérité. Très bien. Ils sont des Béninois comme nous. Ils n'ont pas besoin de ça. Ceux qui sont morts aujourd'hui n'auront plus jamais la chance de s'asseoir sur la chaise d'un délégué de quartier, d'un conseiller de village, encore moins d'un député. Pendant que on veut utiliser ces pauvres-là pour montrer à la communauté internationale qu'on tue au pays parce qu'on a mal organisé des élections. Sachons raison garder et sachons que l'opposition d'aujourd'hui sera la mouvance de demain peut-être. Et que lorsque vous demandez des choses impossibles aujourd'hui, pendant que vous pensez que vous êtes opposant, demain, lorsque vous serez à la tête du pays, vous allez vous demander, mais c'est comme ça, l'affaire était. Très bien, merci beaucoup. Et ce sera toujours les mêmes Béninois qui seront là. Ceux-là, contre qui aujourd'hui vous pensez qu'il faut tirer, ils seront encore là quand le fusil va quitter votre main. Merci beaucoup à vous, Patrice Ngouyeva, acteur politique. Merci Dimitri Adanko. Merci à vous, Félicien Roncanri, acteur politique aussi. Et donc, c'est la fin de cette causerie de ce soir, mercredi politique. Donc, ce numéro est terminé. Et merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro. C'est mercredi prochain avec une autre thématique. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.